Il y a des moments dans l'histoire où le monde semble se retourner. Ce qui était auparavant considéré comme absurde devient normal, et les idées qui seraient rejetées en période de santé collective sont défendues avec une ferveur presque religieuse. Les gens ordinaires, apparemment rationnels, commencent à agir étrange, agressivement ou complètement irrationnel. Le bon sens se dissout. La réalité semble déformée, comme si elle était observée par un miroir fissuré. Et soudain, ce qui semblait sûr, prévisible, raisonnable n'est plus. Ce phénomène, qui confond et fait peur, est connu sous le nom de psychose collective. C'est à ce moment que toute une société perd en contact avec la réalité et plonge dans un état de délire partagé. Nous ne parlons pas de science-fiction, ce n'est pas un script de dystopie, c'est quelque chose qui s'est produit, et cela se produit toujours, plus souvent que nous ne le voulions. L'histoire est pleine d'épidémies collectives qui coûtent des vies, de la dignité et des générations entières. Parfois, il semble que le monde tombe malade, et cette maladie se propage comme un virus invisible mais profondément contagieux. La psychose collective n'a pas besoin de sang, ni de violence explicite pour s'installer. Il commence subtilement. Une idée qui devient incontestable, une émotion qui se propage plus rapidement que la logique, une peur qui fait taire la raison. Soudain, l'absurdité devient du bon sens. La question devient un crime. Le silence devient complicité. Il est facile de penser que cela n'arrive qu'aux autres, avec les sociétés passées, avec des peuples éloignés, avec des gens faibles. Mais est-ce vraiment? Et si la folie collective n'est pas un phénomène isolé dans le temps, mais quelque chose qui est constamment autour de l'humanité, en attendant que le bon contexte émerge? Et si nous vivons, sans s'en rendre compte, l'une de ces phases en ce moment? Comprendre comment la psychose collective se forme et comment elle détruit le discernement d'une société entière est plus qu'une curiosité historique. C'est un besoin urgent, parce que personne n'est complètement immunisé, pas même toi. Je ne le fais pas non plus personne qui vit à des temps instables, sous des pressions émotionnelles, bombardé par la peur, la désinformation et l'isolement. Avant de pointer coupable ou de rechercher des solutions, vous devez reconnaître les symptômes. Réalisez ce qui est hors de propos. Vous voyez, aux yeux propres, le moment où la société commence à s'éloigner de la réalité et à se donner un peu à peu à la folie collective. C'est la première étape, et peut-être le plus dur. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie du XXe siècle, nous a mis en garde contre un ennemi qui est rarement reconnu, l'être humain lui-même. Dans ses études, Jung a déclaré que le plus grand danger pour la civilisation n'est pas des catastrophes naturelles, ni des virus, pas même des guerres. Ce qui menace le plus, l'avenir de l'humanité, c'est son propre esprit, surtout lorsque cet esprit se déconnecte de la conscience, de la raison et de la responsabilité individuelle. Jung a décrit cela comme une épidémie psychique, une épidémie d'irrationalité collective, dans laquelle les forces inconscientes prennent le contrôle de la psyché et guident le comportement des foules entières. Contrairement à un effondrement physique, cette épidémie ne détruit pas les bâtiments, mais détruit les valeurs. Il ne renverse pas les murs, mais laisse tomber les convictions morales, les critères éthiques et le sens même de la réalité. Et lorsque cela se produit à grande échelle, le résultat est dévastateur. Gustave Le Bon, un autre penseur qui a profondément étudié le comportement des masses, a déclaré que la foule n'avait pas vraiment soif. Ils préfèrent les illusions qui les réconfortent aux vérités qui les défient, et qui leur offrent ces illusions devient rapidement leur chef. Ceux qui essaient de les démasquer deviennent un ennemi. Cette inversion morale est l'un des piliers de la psychose collective. Le délire n'est pas seulement accepté, il est célébré. Et la vérité, aussi évidente que cela puisse être, devient une menace à éliminer. Jung a vu ce mouvement comme une régression de l'individu à l'état du troupeau. En période de crise, de peur ou de désorientation, beaucoup abandonnent l'autonomie de la pensée et sont emportés par le pouvoir du collectif. La conscience individuelle sort et émerge à la place un esprit de groupe primitif, impulsif et destructeur. C'est dans ce scénario que l'irrationnel devient une règle, sans exception. L'esprit, qui devrait être l'encre de la santé mentale, devient l'outil de folie. Mais pas par accident. La psychose collective n'est pas seulement un effondrement, elle est souvent une réponse,
une manière déformée de gérer l'anxiété, l'incertitude, l'insécurité. Et comme chaque mécanisme de défense, il semble protéger, tout en détruit. L'humanité porte en elle-même la capacité de créer des civilisations et de les détruire. Et ce qui détermine quel côté prévaudra n'est pas la force des armes ou la richesse des pays, mais l'état psychologique de leurs individus. Jung le savait, et il nous a avertis. Sans vigilance intérieure, sans conscience critique, l'esprit peut devenir la plus grande menace pour la liberté, la dignité et l'humanité elle-même. La psychose collective ne découle pas de nulle part. Elle n'explose pas soudainement comme une catastrophe inattendue. Il est construit étape par étape, en silence, dans les fissures de l'esprit humain et les violations émotionnelles d'une société en crise. Pour comprendre comment une population entière peut plonger dans le délire, il est d'abord nécessaire de comprendre comment la psychose naît au sein d'un individu. Selon les études de Silvano Arietti, l'un des principaux experts de l'échangeur du XXe siècle, le processus commence par un flot d'émotions négatives, peur, anxiété et panique. Cet état émotionnel extrême déstabilise l'esprit, rendant l'individu vulnérable et incapable d'interpréter clairement les événements. Le monde a l'air étrange, confus, menaçant. Rien ne semble avoir du sens. La première phase de ce processus est la panique. La personne se retrouve entourée d'événements qu'il ne peut pas comprendre ou contrôler. La réalité commence à sembler déformée, mais il essaie toujours de résister, cherche toujours des réponses. Lorsque ces réponses ne viennent pas, ou lorsque la douleur devient insupportable, l'effondrement se produit. C'est à ce moment que Delirium entre en scène, non pas comme une épidémie de troubles, mais comme une tentative de réorganisation. Arietti appelle cette deuxième phase de perspicacité psychotique. C'est à ce moment que l'individu, dans le désespoir, commence à créer un nouveau récit pour ce qu'il vit, une explication qui a enfin du sens, même s'il est complètement déconnecté de la réalité. Cette explication délirante soulage la peur, organise le chaos intérieur et offre une illusion de contrôle. L'esprit, au lieu de s'effondrer, se reconstruit de manière pathologique. Imaginez maintenant ce même processus qui se produit non pas chez une seule personne, mais en millions. Une société entière exposée à des peurs constantes, à des incertitudes prolongées, à des menaces réelles ou inventées. Les gens, émotionnellement fragiles, arrêtent de questionner. Ils veulent la sécurité, pas la lucidité. Ils veulent du confort, pas de l'analyse. Et donc, comme dans un effet domino, le délire se propage. Un délire qui n'a pas l'air fou car il est partagé. Un délire qui, étant partout, commence à sembler vrai. C'est la naissance de la psychose de masse, un état de déséquilibre émotionnel collectif qui trouve refuge dans les croyances illusoires. Croyant ce réconfort, même s'ils asservinent. Cela s'organise, même s'ils déforment. Et plus la peur est grande, plus l'acceptation de ces croyances est grande. L'irrationnel ne fait plus exception. Il devient la norme, la loi, la règle de coexistence. Cette nouvelle réalité, construite à partir de panique et soutenue par des délires collectifs, crée un monde parallèle. Un monde où remettre en question est dangereux, la réflexion est une déviation et le doute est un crime. Et c'est à ce stade que la psychose de masse n'est plus un phénomène psychologique et devient un outil de contrôle social. La psychose de masse n'est pas une théorie abstraite. Elle a le visage, le nom, le rendez-vous. L'histoire humaine est marquée par des épisodes dans lesquels les sociétés entières ont plongé dans un état de délire collectif et les conséquences ont toujours été les mêmes. La peur, la persécution, la violence, la destruction. Il est essentiel de regarder ces moments essentiels pour reconnaître les signes lorsqu'ils se répètent, même sous une nouvelle apparence. Entre les 15e et 17e siècles, l'Europe a été prise par une vague d'hystérie connue sous le nom de chasse aux sorcières. Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été accusées, torturées et exécutées par des alliances présumées avec le diable. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait pas de logique, il y avait de la peur, alimentée par des chefs religieux et des autorités civiles. Il y avait un désir désespéré de trouver des coupables pour les tragédies du temps, ravageurs, secs, catastrophes. L'épouse du village, la sage-femme, la seule veuve, est devenue des cibles. Facile. La société, prise par la panique,
à sacrifier ses propres membres pour maintenir une illusion d'ordre. C'est l'un des portraits les plus cruels de la psychose collective, lorsque le délire devient la politique officielle et que la peur est organisée en tant qu'institution. Le même schéma serait répété des siècles plus tard, avec des contours différents, mais avec la même essence au XXe siècle, avec l'émergence de régimes totalitaires. Le nazisme, le stalinisme et d'autres formes de dictature n'ont pas seulement été imposés par la force. Ils étaient soutenus par des masses entières qu'ils croyaient, avec une conviction aveugle, dans des idées absolument délirantes. Des idées qui ont transformé les groupes entiers en ennemis à éliminer. Des idées qui exigeaient l'obéissance sans restriction et justifiaient toute atrocité au nom d'un prétendu salut national. Ces idéologies se sont développées dans des sols fertiles, des populations fragiles, effrayées, manquant de sens et de direction. Et comme Hannah Arendt l'a enseigné, l'un des grands penseurs du XXe siècle, le totalitarisme ne se pose pas là où il y a la pensée. Il est né où la pensée a été abandonnée. Lorsque le vide existentiel trouve une idéologie suffisamment forte pour la remplir. L'effrayant est que, au sein de ces systèmes, l'absurdité devient tous les jours, le mensonge devient sacré, la violence nécessaire, et ceux qui refusent d'entrer dans ce théâtre macabre sont silencieux, interdits ou détruits. La société, une fois en psychose, n'accepte pas les dissidents. Elle a besoin d'unanimité pour maintenir son illusion vivante. Ces exemples historiques ne sont pas des avertissements à distance. Ce sont des miroirs. Ils montrent ce qui se passe lorsque la peur collective devient la vérité officielle, lorsque la recherche de sécurité surmonte l'amour de la liberté, et quand la raison se rend au confort d'un mensonge partagé. La psychose de masse n'est pas seulement quelque chose qui s'est produit, c'est quelque chose qui peut se reproduire, et peut-être que cela se produit déjà. Lorsqu'une société commence à plonger dans des délires collectifs, il y a toujours une question inévitable. Cela se produit par hasard ou est-il provoqué? La réponse, malheureusement, est dérangeante. Souvent, la psychose de masse émerge non seulement spontanément, elle est encouragée, cultivée, explorée. Il y a un nom pour ce processus. Mentir. Un meurtre systématique de l'esprit. Juste Merleau, un psychiatre, qui a étudié les mécanismes de lavage de cerveau et de contrôle psychologique dans les régimes totalitaires, a défini le mensonge comme une méthode de manipulation mentale capable de détruire la capacité de penser indépendamment. Cela ne dépend pas des armes, mais des récits. Pas des prisons, mais de la publicité. C'est un lent constant, psychologique, et précisément plus difficile à comprendre. Tout commence par la peur. L'esprit humain, sur un état d'alerte extrême, devient malléable, suggérable, dépendant. La peur est le terrain idéal pour la culture du délire. Par conséquent, les systèmes totalitaires investissent à la fois dans la création de crises constantes, des vagues de terreur successives, entrecoupées de périodes de calme illusoire. Chaque nouvelle peur est plus forte, car l'esprit ne s'est pas encore rétabli de la précédente. Morale s'use, le jugement s'affaiblit, l'espoir cède la place à l'obéissance. La publicité entre comme un outil de précision dans ce processus. Il transmet non seulement des idées, mais il reconstruit la réalité. Et lorsqu'il est bien fait, cela rend l'absurde logique et la résistance semble folle. Mais ce n'est pas une publicité courante. C'est une propagande confuse, contradictoire et fragmentée, faite pour paralyser la raison. Lorsque les données contredisent, lorsque les discours changent sans explication, lorsque les vérités sont adaptées en fonction de la commodité, l'esprit perd son axe. La logique ne trouve pas de terrain pour s'établir, et le désespoir augmente la dépendance émotionnelle des figures d'autorité. Merleau a observé quelque chose de troublant. La logique peut être confrontée à la logique, mais l'illogique confond même le plus rationnel. Et c'est exactement cette confusion qui transforme une société entière en otage en folie. Quand tout semble incertain, ceux qui crient plus fort semblent plus sûrs. Lorsque tout est ambigu, la clarté du tyran devient réconfortant. Ce processus ne nécessite pas de force brute. Cela nécessite du temps, de la répétition et de l'isolement. L'esprit, lorsqu'il est désorienté et solitaire, cherche un abri.
Et c'est cet abri que les ingénieurs de psychose proposent, avec des promesses de sécurité, de stabilité et de salut. Mais le prix est élevé. La liberté de penser, l'autonomie du jugement, la capacité de dire non. Le mensonge est invisible, car il se déguise avec la normalité. Il ne vous ordonne pas d'obéir, il donne l'impression qu'obéir est le seul moyen sage. Et lorsque cela se produit, l'individu ne se rend pas compte que son esprit a été kidnappé. Il croit qu'il choisit. Quand, en fait, il se répète. Peu de choses affaiblissent à la fois l'esprit humain et l'isolement. Déconnecté des liens affectifs, sans le soutien d'amis, de famille ou de communauté, l'individu devient plus vulnérable à la peur, à la manipulation et en particulier à le délire. L'isolement n'est pas seulement la solitude, c'est la rupture des canaux qui nous aident à maintenir la santé mentale, la perspective, le sentiment de réalité partagée. C'est pourquoi l'isolement a toujours été l'un des outils les plus efficaces pour les régimes totalitaires. Hannah Arendt et Just Merleau, dans leurs études sur le fonctionnement psychologique de ces systèmes, ont noté que l'isolement n'est pas un effet secondaire, c'est un élément essentiel de la stratégie. Il empêche non seulement l'organisation de résistance, mais affaiblit les défenses internes de chaque individu. Lorsque nous sommes ensemble, nous échangeons des idées, évanouissons-nous, testons nos pensées dans la conversation les uns avec les autres. Le dialogue, même dans sa forme la plus simple, agit comme une sorte de miroir qui nous aide à voir les distorsions, les exagérations, les idées fausses. Mais lorsque ce miroir est enlevé, lorsque chacun est laissé seul avec ses peurs et ses doutes, l'espace pour le délire se développe. Merleau compare ce processus au conditionnement des animaux. Il cite les expériences de Pavlov dans lesquelles les réflexes conditionnés ont été établis plus efficacement dans des environnements silencieux et contrôlés. De même, l'être humain, lorsqu'il est isolé et soumis à des stimuli répétitifs, est plus malléable, plus obéissant, plus susceptible d'accepter l'inacceptable. Les réseaux sociaux, tout en connectant des milliards de personnes, ne sont pas à l'abri de cet effet. Au contraire, ils créent des bulles, des algorithmes qui renforcent les croyances, des silos informatifs qui excluent la diversité de la pensée. Au lieu de promouvoir une véritable connexion, ils élargissent souvent le sentiment d'aliénation et renforcent la vision du monde fabriquée par ceux qui contrôlent les récits. Et plus nous passons de temps dans ces environnements, plus nous perdons le contact avec l'expérience réelle du monde, avec la complexité, le contradictoire, l'humain. L'isolement émotionnel et intellectuel qui s'installe dans ce contexte crée une population plus vulnérable pour mentir. Sans références externes saines, l'individu devient une proie facile pour les discours prêts à l'emploi, les solutions simplistes et les dirigeants autoritaires. L'absence de dialogue devient un silence complice. Et le silence dans ce cas est plus dangereux que les mensonges. Le sauvetage des liens humains, des conversations authentiques, des espaces de coexistence et d'écoute est une forme de résistance. C'est à travers la relation les uns avec les autres que nous rencontrons notre sens critique, que nous voyons à nouveau au-delà de la peur, dont nous nous souvenons qui nous sommes. Lorsqu'une société commence à isoler ses membres, physiques, émotionnels ou idéologiquement, c'est, consciemment ou non, se préparer à descendre les étapes de la psychose collective. Et peut-être que l'antidote le plus urgent est exactement le suivant. Nous nous connectons. Face à la psychose de masse, la première réaction de beaucoup est le désespoir. Après tout, que faire? Quand le monde entier semble avoir fou, lorsque la logique n'a plus de place, la vérité est-elle déformée et que la liberté commence à disparaître, la sécurité déguisée? La réponse n'est pas simple, mais elle commence à un point essentiel, en chacun de nous. La résistance à la folie collective commence par l'ordre interne. Un esprit désorganisé ne peut pas voir clairement, et encore moins des forces de combat qui agissent de manière invisible et subtilement. Par conséquent, la première étape est une vigilance constante sur nos propres pensées, émotions et réactions. Soyez conscients des déclencheurs de la peur, des impulsions du troupeau, du désir de réconfort immédiat. Sachez que la liberté nécessite des efforts, en particulier la liberté de penser. Vient ensuite l'action, diffuser des informations réelles, vraies et fondées.
La publicité et la désinformation gagnent en force lorsque les voix qui disent la vérité sont silencieuses. Donc, même dans des environnements hostiles, vous devez continuer à parler. Pas avec l'agressivité, mais fermement. Pas avec l'arrogance, mais clairement. Même si cela semble peu, chaque esprit est un lien supplémentaire dans la reconstruction de la lucidité collective. Mais il ne suffit pas de discuter. Le rire est également une arme. Just Merleau a souligné le pouvoir de l'humour dans la lutte contre le totalitarisme. Les dictateurs et les manipulateurs ont des rires l'aversion, car l'humour désarme la peur et expose le ridicule derrière la tyrannie. L'humour révèle le vide des récits autoritaires et revient aux gens la capacité de voir l'absurde sans y faire face directement et dangereusement. Une autre stratégie puissante réside dans la création des structures parallèles, si appelées. Václav Havel, dissident du régime communiste de la Tchécoslovaquie, a défendu la construction de communautés, d'institutions et de projets qui, même vivant dans une société malade, opèrent selon des valeurs saines. Ces espaces, physiques, numériques ou symboliques, fonctionnent comme des refuges de santé mentale, où la liberté, la vérité et la dignité humaine ont encore de la place pour respirer. Ces structures n'ont pas besoin d'être grandioses. Une pièce où vous parlez honnêtement. Un groupe qui partage les informations de manière critique. Un projet artistique qui valorise la liberté. Tout cela sont des graines de résistance. Plus ils fleurissent de ces graines, plus il devient difficile pour la psychose collective de dominer complètement. Et il y a aussi des choix individuels. Protégez votre vie privée, limitez votre exposition à la publicité, cultivez la pensée critique en faisant sympathiser, maintenez un véritable contact humain, stimulez le dialogue avec ceux qui pensent différemment. Ces attitudes, lorsqu'elles sont répétées par de nombreuses personnes, créent des fissures dans le système de délire collectif. Fissures, là où la lumière entre en jeu. Résister n'est pas un grand acte. C'est une série de petites actions conscientes. Cela continue de penser quand tout le monde a abandonné. Il garde humain au milieu de la déshumanisation. Il soutient la lucidité lorsqu'elle devient dangereuse. Et surtout, il vit pour que sa propre existence soit un acte de rébellion contre l'absurde. L'histoire montre que les sociétés trempées dans la psychose collective ne sont pas sauvées avec des discours grandioses, mais avec la lucidité silencieuse des personnes qui refusent le délire. Ce sont ces gens rares et courageux qui, lorsqu'ils gardent fidèles à la vérité intérieure, éclairent de petites éclosions de santé mentale dans un cadre de plus en plus sombre. Il n'est pas nécessaire de faire face à la masse folle directement, mais ne l'accompagne pas. Albert Camus a déclaré que la seule façon de gérer un monde non libre est de devenir absolument libre, de sorte que sa propre existence est un acte de rébellion. Et c'est exactement ce qui est exigé de nous dans des moments comme ceux-ci. Pas seulement les mots, mais la présence. Une présence lucide et complète qui inspire les autres à se réveiller. Cette lutte n'est pas seulement politique ou sociale, elle est profondément psychologique et spirituelle. Il s'agit de protéger la partie la plus sacrée de l'être humain, sa capacité à penser, à ressentir, à choisir. À une époque où tout le monde est contraint de répéter les idées des autres, garder sa conscience intacte est déjà une forme de résistance. Mais cela nécessite du courage. Courage de penser différemment. Dire non quand le reste dit oui, pour maintenir la compassion même face à la haine. Rire quand tout semble tragique. Rester libre, même si cela signifie être seul. Le monde qui succombe au totalitarisme veut la conformité. Mais la vraie liberté n'est pas née de l'obéissance. Il est né des conflits, du doute, du choix conscient. Il n'y a pas de liberté sans tension. Et il n'y a pas de lucidité sans risque. Chaque personne qui choisit de vivre de manière éveillée crée une zone de résistance autour de lui. Et cette zone aussi petite peut se développer. La psychose collective prospère en silence, en passivité, en répétition. La lucidité, au contraire, fleurit dans le silence intérieur, mais s'exprime dans l'authenticité du geste, la fermeté du mot, l'audace de la présence. C'est cette lucidité que nous devons cultiver et protéger comme le bien le plus précieux d'une société. Le choix est, comme il l'a toujours été, entre les mains de chacun. Soumettez à la folie ou restez entier.
Descendez avec la foule ou soulevez à l'intérieur. Abandonnez-vous à l'obscurité ou à l'être, même un instant, le phare qui souligne une autre manière. Tant qu'il y a au moins un esprit lucide, il y a de l'espoir. Parce que là où il y a la conscience, il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a l'humanité. Nous vivons à des temps délicats, lorsqu'il est de plus en plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qu'est la manipulation. Mais même face à la confusion, il est toujours possible de choisir. Il est toujours possible de garder la lucidité vivante. La psychose de masse n'est pas une destination inévitable. Elle ne s'installe que lorsque nous abandonnons la pensée, l'empathie, l'écoute et le courage d'être libre. Que chacun de nous, à sa manière, soit un point de résistance, un signe que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore ceux qui pensent, ressentent, questionnent. Cela choisit de rester humain, même lorsque tout autour demande le contraire. Si ce message vous avait du sens, profitez de la vidéo. Cela aide à diffuser ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, estiment que quelque chose ne va pas. Partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela et souscrivez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les réflexions qui remettent en question le bon sens et provoquent la pensée. Et laissez votre commentaire. Qu'avez-vous fait pour garder votre esprit libre à des moments chaotiques? Construisons cette conversation ensemble.